le temps dont elle avait besoin ou dont elle estimait avoir besoin pour organiser ses réponses. Il nous reste, disons-le clairement, 35 minutes pour pouvoir donner à la délégation donc, le temps de nous fournir ses réponses. J'ai accordé 15 minutes supplémentaires à la délégation. Nous devons néanmoins en terminer à 13 heures, et ce qui inclut bien évidemment que Madame le chef de la délégation aura au préalable livré ses remarques de conclusion. Je l'aurai fait également. Sans plus attendre, je donne la parole au chef de la délégation. 35 minutes pour répondre aux questions soulevées par les collègues. Vous avez la parole, Madame. Je vous remercie, Monsieur le Président, encore une fois pour la parole m'accorder. Bien évidemment, il m'est accordé un petit moment pour essayer de passer en revue toutes les questions posées, mais je vais essayer juste de façon vraiment brève. Par rapport à la première intervention, du moins par rapport à l'intervention préliminaire quant à l'homosexualité, je crois que je ne vais pas vraiment y revenir. Nous avons échangé longuement sur cette question. Mais par rapport à la traite des êtres humains, il nous a été demandé de donner les données statistiques sur cette question en citant déjà 8 variantes comme travail forcé, Chiptoki, les mendicités, le tourisme sexuel et tout consort. Et je crois que justement, ces cas nous sont connus. Et le gouvernement a organisé déjà d'ailleurs des descentes à ce niveau-là. Et nous avons déjà demandé, surtout particulièrement aux parents, d'envoyer leurs enfants à l'école. C'est comme l'une des solutions. L'une des solutions à ce genre de traite. Mais également, comme je l'ai dit hier, nous avons déjà adopté un projet de loi sur la prévention et la répression de la traite, ainsi que la protection des victimes de la traite. Et par rapport à l'application de cette loi, justement, il y a un plan d'action, un document de plan d'action qui renferme toutes les activités qui seront faites justement pour la mise en œuvre de cette loi. Il y aura une commission consultative qui sera mise en place à cet effet pour renforcer la commission consultative qui est actuellement d'ailleurs, qui existe actuellement au Burundi, l'ensemble des membres des différentes institutions étatiques qui suivent d'auprès justement cette question. Mais cette commission sera renforcée par une autre commission prévue par la loi, une fois promulguée, et aura des missions spécifiques, des missions claires qui sont indiquées dans la loi et dans le plan d'action. Bien évidemment, il y a des cas récents qui sont à notre connaissance. Nous ne les avons pas énumérés peut-être. Il y a des cas déjà de traite des personnes à Ruyigi, c'est l'une des provinces du pays, à Muyinga et à Bujumbura. Là où il y a les présumés auteurs prenaient des enfants et les faisaient utiliser dans des actes sexuels et les autres exportaient les enfants vers l'Oman et d'autres cas encore. Mais tous ces cas, tous ces présumés auteurs ont été appréhendés et sont poursuivis par la justice. Présentement, ils sont d'ailleurs détenus dans la prison centrale d'Omimba. Donc, les cas de traite qui sont connus par la justice sont toujours poursuivis. Et nous le ferons de même quand on aura la loi de façon claire pour sa mise en application. Mais sinon, aujourd'hui, nous appliquons le code pénal et le code de procédure pénale qui érige en infraction justement ce genre de crime. La Convention de Palerme, elle a été ratifiée déjà en 2010. Nous avons déjà ratifié la Convention contre la criminalité transnationale, déjà en 2010. Je crois que la réponse est tout à fait claire. Alors, le châtiment corporel par rapport aux enfants et aux adolescents, comment nous faisons au Burundi, et surtout en famille, dans les milieux scolaires et dans les institutions spécialisées. Il
Je l'ai précisé déjà hier, il y a une ordonnance ministérielle qui a été signée pour empêcher et interdire formellement les châtiments corporels à l'égard des enfants en milieu scolaire. Et des programmes, des ateliers de sensibilisation, des ateliers d'explication de cette ordonnance pour justement interdire les éducateurs et d'appliquer des châtiments corporels aux écoliers, aux élèves, sont toujours organisés et nous avons conclu que il y a des avancées très significatives par rapport à cela. Maintenant, les écoliers, les élèves à l'école ne sont plus châtiés comme avant. Et lorsque en famille, il y a des coups et blessures, par exemple, qui ont été infligés à un enfant, eh bien, dans ces conditions, lorsque c'est un enfant mineur, bien évidemment, bon, il est capable de le dire, ou alors le voisinage lui-même porte plainte contre les parents, ou alors les voisins, ou alors les travailleurs qui auraient administrer des coups à l'enfant. Ou alors, s'il est capable de le dire lui-même porte plainte, lui-même le dit, parce que c'est dans ses droits les plus fondamentaux. Alors, la justice pour mineurs, je dois dire que nous respectons beaucoup la Convention relative aux droits de l'enfant, parce que notre pays a ratifié cette convention-là. Et justement, dans ce cadre-là, nous avons mis en place un Forum national des enfants qui est un cadre d'expression de ces enfants-là pour parler effectivement de leurs droits, de la promotion, de la protection de leurs droits et pour exprimer leur doléance envers les décideurs politiques pour que les politiques qui sont prises puissent vraiment continuer à respecter et à promouvoir les droits des enfants. Mais également, nous avons... dans ce cadre-là, nous avons élaboré une politique nationale de protection des droits de l'enfant et dans ces conditions, alors, avec des stratégies corollaires, des stratégies de lutte contre le phénomène enfant de la rue et le phénomène orphelin et enfants vulnérables, toutes ces politiques, toutes ces stratégies concourent pour que la promotion, la protection des droits de l'enfant soit toujours respectée. Mais également, par rapport à la justice pour mineurs, je l'ai mentionné hier dans mon exposé, déjà nous avons commencé à construire les centres de rééducation des mineurs en vue justement de mettre en application le code pénal et le code de procédure pénale pour que l'on puisse commencer à rééduquer, à intégrer, à organiser des travaux pour les enfants, la formation à un métier, pour que justement on puisse ne pas occasionner la détention de ces enfants en conflit avec la loi. Mais bien évidemment, comme vous le savez, tant mieux que moi, notre code pénal a fait que la responsabilité pénale des enfants soit élevée à 15 ans, alors que jadis, elle était à 13 ans. Cette réponse vient trouver justement répondre à l'inquiétude de l'un des intervenants qui disait qu'il y aurait une confusion entre la responsabilité pénale de 15 à 18 ans par rapport à l'enfant et la responsabilité pénale à 13 ans. Jadis, c'était 13 ans, mais aujourd'hui, le Code pénal prône la responsabilité pénale à partir de 15 ans. De 15 à 18 ans, pour les enfants en conflit avec la loi. C'est l'interprétation que je pourrais donner à ce niveau-là. Troisième intervention, vous me demandez d'interpréter le mot rapidement par rapport à 15 jours. Merci de la question. Et je crois que le mot rapidement, c'est un mot rapidement que tout le monde comprend justement. Mais par rapport aux 15 jours et par rapport à ces 2 jours dont vous nous avez parlé, nous avons cru comprendre que par rapport aux procédures pénales qui étaient en cours jadis, nous avons cru comprendre que nous avons essayé de diminuer considérablement le délai de détention avant d'arriver au juge par le détenu.
parce qu'avant, ce n'était pas 15 jours. Avant, ça pouvait aller même à plus de 15 jours. Mais lorsque l'on a fixé à 15 jours, c'était pour que les officiers de police judiciaire et les magistrats puissent vraiment respecter ce délai pour que, en ayant 15 jours, le détenu puisse avoir sa détention confirmée ou infirmée par le juge. Donc, le mot rapidement veut dire, pour le Code de procédure pénale, 15 jours et pas plus. Vous avez l'inquiétude que cette période de 15 jours n'est même pas respectée. Je crois que cette période est respectée présentement. Vous savez, le Code de procédure pénale vient d'être promulgué cette année même, 2014. Et c'est là justement que nous sommes en train de commencer à voir avec rigueur son application par rapport au délai. Et c'est pour cela justement que les OPJ et les magistrats qui ne respectent pas les délais de détention des détenus, le délai de 15 jours, seront bien évidemment punis par la même loi. Et si j'en viens justement à la question de savoir est-ce qu'il y aurait des OPJ et des magistrats qui auraient été déjà réprimés parce qu'ils n'ont pas respecté les délais, je dois dire que la mise en application du Code de procédure pénale ne vient que commencer parce que sa promulgation date de cette année même. Il n'y a pas encore de cas d'OPJ et de magistrats qui n'auraient pas déjà respecté ces procédures pénales, ces procédures judiciaires, ces délais. Mais lorsqu'il adviendra que ces OPJ et ces magistrats ne respectent pas le prescrit de la loi, ils seront tout naturellement réprimés par le même texte. Alors, la durée de détention maximale avant d'arriver au juge par le détenu, c'est justement de 15 jours. Il est de 7 jours à garde à vue devant l'officier de police judiciaire et il est de 7 jours devant le magistrat instructeur pour qu'il aille faire confirmer ou infirmer la détention, la mise en détention du détenu. Donc, c'est au plus 15 jours que le juge du tribunal ou le juge de la cour, lorsqu'il y a question de justiciables qui sont justiciables à la cour, c'est 15 jours au plus. Alors, vous nous parlez d'un nombre élevé des détenus à Mpimba ou dans d'autres milieux de détention. Vous vous inquiétez, vous avez raison de vous inquiéter, monsieur le membre du comité, parce que justement, la prison centrale de Mpimba était construite pour recevoir uniquement 800 personnes, mais présentement, c'est plus de 800 personnes, autour de 3000, vous avez totalement raison. Mais la raison par rapport à cette situation, c'est que justement, bon, il y a des personnes qui commettent des bavures. Et là, la justice doit faire son travail. Ça, c'est tout à fait normal. Mais parallèlement, nous n'avons pas vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir élargir les milieux de détention, élargir les prisons. Et c'est pour cela, justement, que par rapport aux projets qui ont été présentés par le ministère de la Justice au niveau de nos bailleurs, nous avons dû demander à ce que l'on puisse nous aider pour pouvoir élargir justement les centres de détention. Et pour pouvoir justement, et j'en viens à l'inquiétude de l'autre intervenant par rapport à la séparation des femmes et des hommes, à la séparation des enfants et des adultes, à la séparation des condamnés et non condamnés. Tout ça, nous aimerions très bien, parce qu'il y a d'ailleurs certaines prisons qui respectent ces conditions. Par exemple, je vais donner l'exemple de la prison d'Ongozi, c'est l'une des provinces du pays, là où il est respecté pleinement la séparation des femmes et des hommes. Il y a une prison des hommes qui est tout à fait loin par rapport à la prison des femmes. Ça c'est un exemple. Il y a d'autres exemples aussi. Mais il y a malheureusement d'autres lieux où cette séparation n'est pas vraiment tout à fait nette. On essaie de séparer tant bien que l'on peut, mais la séparation n'est pas tout à fait nette. On aimerait avoir des moyens pour pouvoir construire des maisons de détention nettement séparées des femmes et des hommes et des enfants, des adultes, et des condamnés et des non condamnés.
Mais je dois dire que là aussi, sur cette question, on a essayé quand même de prendre des mesures qui sont pour le désengorgement des prisons. On essaie, par la grâce présidentielle déjà, qui a occasionné beaucoup de relaxation des détenus, et par des mesures de libération conditionnelle prises par le ministre de la Justice lui-même. Et, quand le président de la République décide de libérer les personnes qui sont condamnées à moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes qui sont malades de maladies incurables et d'autres personnes encore. Et quand le ministre de la Justice décide de libérer, et c'est de par la loi, décide de libérer les détenus qui ont purgé le quart de la peine, ce sont des mesures, toutes les mesures qui visent justement le désengorgement de prison et l'amélioration des conditions carcérales dans nos prisons. Mais bien évidemment, ce sont des efforts que l'on fait. Je ne vais pas dire que l'on est vraiment à bout. On doit toujours chercher à fournir des efforts pour que l'on puisse avoir des conditions meilleures pour nos détenus et appliquer justement le principe de la justice humanisée. Alors, vous parlez d'un cas où vous voudriez savoir s'il y aurait des cas où un détenu qui avait vu son délai de détention prolongé aurait fait des recours, fait des plaintes. Effectivement, lorsqu'un détenu voit le délai prolongé, son délai de détention prolongé, il a la latitude, et ils ont toujours fait, il a la latitude de saisir le juge pour statuer sur son cas. Et c'est le cadre que l'on appelle quand les délais de mise en... le délai de la confirmation de la chambre de conseil dépasse, le détenu a toujours la latitude de saisir le juge et surtout par le biais de son avocat par ailleurs, il a la latitude de saisir le juge pour que le juge puisse statuer sur son cas. Vous posez la question de savoir si M. Claver Mbonimpa, défenseur des droits de l'homme, est toujours en prison. Et là, j'ai la grande joie de vous annoncer que le défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa, que j'aime bien, parce que c'est un défenseur des droits de l'homme, il a été relaxé par la justice. Et maintenant, il est en liberté provisoire. Bien évidemment, il va continuer à comparaître devant la justice. Ça, c'est tout à fait normal. C'est question de procédure. Mais présentement, il a été libéré provisoirement par la justice pour cause de maladie. Vous demandez quelles sont les mesures prises autres que l'emprisonnement pour pouvoir peut-être améliorer les conditions carcérales ou alors désengorger les prisons. Nous avons pris des mesures par rapport à l'application du Code de procédure pénale, les mesures qui visent des mesures alternatives à l'emprisonnement et surtout le travail d'intérêt général, que nous allons commencer à appliquer, justement, pour que l'on puisse diminuer de plus en plus la population carcérale dans nos prisons. Le décès de Bienvenue à Mpimba, le cas nous est connu. C'est un cas de quelqu'un qui était détenu effectivement à Mpimba, dans la prison de Mpimba, et qui est tombé malade, et qui est allé consulter son médecin et que malheureusement, et c'est dommage, malheureusement, il est mort, mais il est mort d'une mort naturelle. Ça peut arriver, mais c'est dommage, c'est déplorable, mais malheureusement, ce Bienvenu a trouvé sa mort quand il était déjà au lit de l'hôpital. C'est déplorable, mais c'est ça. Alors, la liberté de circulation. Vous nous demandez de lever la réserve faite à la Convention relative aux réfugiés, la Convention de 51. Je dois dire que je ne m'y étais pas préparée pour cela, étant donné que la réserve est une affaire de l'institution gouvernementale. Et je promets d'aller vérifier d'abord cette réserve et puis alors de soumettre la question
comme vous le dites, à l'institution gouvernementale habilitée qui aura à encore une fois analyser les réserves et prendre la décision. Les efforts d'enregistrement des personnes déplacées internes, ça nous poursuivons. Nous avons déjà commencé cet exercice et nous poursuivons. Et nous visons présentement surtout le retour volontaire des déplacés internes. Ils ne sont pas vraiment forcés de rentrer, mais c'est un retour volontaire, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs depuis 2002. Et nous avons pas mal de déplacés internes qui ont déjà regagné leur colline natale, ce qui est bien. Maintenant, ça nous reste très peu de personnes dans les sites et nous allons continuer justement à les enregistrer. Alors, la question relative aux arriérés judiciaires, les sources humaines et financières allouées à cela, au traitement judiciaire des dossiers et l'indépendance judiciaire, comment il est protégé contre l'ingérence de l'exécutif. Je vais demander peut-être à un membre de ma délégation, Madame l'attachée juridique près de notre ambassade, notre mission diplomatique, de donner quelques clarifications par rapport à cette question, Madame l'attachée juridique. Je vous remercie, Madame la ministre, chef de la délégation. Concernant cette question, comme quoi il y aurait des arriérés judiciaires, il y a le retard dans le traitement des dossiers. Je voudrais préciser ici, à l'endroit de l'auguste Assemblée, que le retard dans le traitement des dossiers judiciaires est dû à des raisons diverses. Je citerai entre autres, il y a d'abord, ça peut dépendre de la complexité du dossier. Vous le savez, les dossiers ne sont pas tous de la même complexité. Il y a des dossiers simples qui n'exigent pas beaucoup de moyens et beaucoup de travail dans le traitement. Donc, si le dossier est vraiment complexe, ça peut prendre du temps et cela peut être qualifié de retard dans le traitement du dossier. Mais le retard dans le traitement du dossier peut être aussi dû au comportement des parties au procès elles-mêmes. Il y a parfois la non-diligence. Il y a le retard dans la production des preuves requises, les preuves des prétentions des parties. Ça aussi, ça allonge le temps dans le traitement du dossier. Il y a aussi peut-être, ça peut dépendre de la comparution, s'il y a des témoins. Et en grand, ça dépend de la complexité du dossier, ça dépend aussi de la diligence ou de la non-diligence des parties au procès. Et le retard donc dans le traitement des dossiers n'est toujours pas imputable au juge, au magistrat lui-même. Et comme Madame la ministre l'a précisé, s'il y a un retard notable qui peut être imputable au juge ou au magistrat, il y a toujours, la loi prévoit la possibilité de recours pour la partie qui s'estime lésée. Et voilà ce que j'ai à dire sur le retard dans le traitement des dossiers. Merci. Merci, Madame l'attachée juridique, par rapport à ces éclaircissements. Et je dois dire qu'effectivement, le problème que nous avions auparavant, c'était un problème du nombre de magistrats qui était un tout petit peu moins élevé par rapport aux différents dossiers à traiter. Mais que cette question est en train de trouver solution justement quand on organise des concours, un recrutement sur concours des magistrats, pour avoir des magistrats vraiment qui ont une expérience avérée, qui puissent vraiment travailler comme il faut. Et nous espérons que cet état de fait aura à trouver solution. Alors, par rapport à l'aide juridique, assistance judiciaire qui est vraiment onéreuse, vous avez tout à fait raison. Je le disais, je l'ai dit dans mon exposé, justement, on s'était rendu compte qu'il y a des personnes indigentes qui ne sont pas capables vraiment de se payer une assistance judiciaire.
Là, c'est tout à fait normal. Et nous nous organisons comme on peut au ministère déjà en charge des droits de la personne humaine. Nous avons un petit budget pour pouvoir assister les personnes indigentes qui ne peuvent pas se payer des avocats. Et là, nous le faisons. Nous avons également un budget au centre de prise en charge intégré des victimes de violences pour pouvoir les assister, leur payer des avocats. Ça, nous le faisons. Nous sommes appuyés bien évidemment par nos partenaires. Mais nous avions souhaité justement élargir cette assistance juridique, cette aide juridique à beaucoup d'autres personnes indigentes. Et nous sommes retrouvés dans une situation d'incapacité par rapport aux moyens. C'est pour cela que nous avons présenté ce projet-là lors de la conférence sectorielle des partenaires techniques et financiers pour pouvoir demander à nos partenaires de nous appuyer à ce niveau-là. Alors, certains ont promis de nous appuyer, nous attendons. Lorsque ces appuis seront là, nous allons devoir continuer à élargir ce champ pour pouvoir assister les indigents qui ne peuvent pas se payer des avocats. Par rapport à la communauté Batois, pour dire qu'ils seraient encore marginalisés, vous allez vraiment m'excuser, j'ai un avis contraire par rapport à cela. Parce que la communauté Batois, c'est une communauté minoritaire sur le plan ethnique qui est là, mais c'est une communauté qui présentement est en train vraiment d'être très très bien considérée par la société. Déjà, c'est une communauté qui, en son sein, commence à suivre l'éducation scolaire, alors qu'elle ne le faisait pas avant. Et nous avons présentement déjà les ressortissants de la communauté Batois, qui sont des représentants du Parlement, les députés déjà. Suite à la mesure de cooptation qui a déjà été initiée par la Constitution et le Code électoral. 3 députés Batois, 3 sénateurs, un député au sein du Parlement de la communauté est-africaine, un député Moutois, et les représentants des Batois au sein de la Commission nationale terre et autres biens. Et nous avons également un Moutois qui est journaliste, et un très bon journaliste, qui est un très bon journaliste en Swahili, qui est un Moutois déjà. Et nous avons également d'autres Batois qui travaillent ailleurs. Et nous allons continuer justement à les intégrer parce que cela ne se faisait pas avant. Et nous croyons que la communauté Batois est hautement considérée aujourd'hui. Et nous en sommes fiers d'ailleurs. On ne dirait pas vraiment que c'est une communauté marginalisée, pas du tout. On est ensemble avec eux, on travaille ensemble avec eux, ils s'intègrent vraiment dans la communauté. Par rapport à la loi sur la presse, donc, la loi sur la presse, pour dire que les journalistes doivent divulguer les sources de leurs informations lorsqu'il y a des questions d'ordre public, de secret de défense et d'intégrité de l'État et autres. Moi, je crois que la loi sur la presse du Burundi est semblable aux autres lois sur la presse des autres pays. Je ne crois pas que ce soit une loi unique. Parce que même ailleurs et au Burundi déjà, oui, les journalistes sont libres de s'exprimer. Et ils jouissent de cette liberté justement d'expression. Je crois que, et personne ne dira le contraire, que le Burundi est un pays, s'il n'est pas le premier pays, en tout cas il est parmi les premiers pays d'Afrique qui favorisent la liberté d'expression. En témoigne d'ailleurs, je le disais tantôt et je l'ai dit d'ailleurs dans mon exposé hier, des différentes sources d'informations qui sont vraiment nombreuses et ils s'expriment librement. Mais bien évidemment, pour des raisons de réguler la société pour des cas aussi importants, très importants pour la défense de la nation, il est évident que lorsqu'il s'agit des informations vraiment qui risquent de compromettre la sécurité de l'État, la sécurité du pays, il est bien évident qu'ils doivent
révélaient leurs sources d'information. Et là, pas n'importe qui. Ils révèlent leurs sources d'information devant le juge. C'est très important. Pour que le juge puisse lui-même suivre cette situation et puisse justement trancher et voir si cette situation qui a été invoquée est une situation grave pour le pays. Et je crois que même partout ailleurs, c'est comme cela. Je le crois. Monsieur Alexis Sindohije, il y a un intervenant qui a parlé de Monsieur Alexis Sindohije qui aurait été poursuivi pour avoir parlé de l'ingérence de l'exécutif au judiciaire. Heureusement, maintenant, il est à liberté. Il n'est pas au pays, bien évidemment. Heureusement. Si c'était un cas en cours, j'aurais à suivre. Mais comme c'est un cas peut-être passé, heureusement qu'il est en liberté. Bien heureusement. Alors, la loi sur les manifestations publiques. Vous dites que depuis 2009, il n'y a pas eu aucune manifestation publique qui aurait été autorisée. Moi, je crois que non. Les demandes d'autorisation de manifestation publique, lorsqu'elles sont conformes à la loi, elles sont toujours autorisées. Mais le problème, c'est que lorsque les acteurs, je vais dire les acteurs ou alors tous ceux qui demandent autorisation de manifester ont toujours tendance à se mettre ensemble. Par exemple, une association se met ensemble avec une autre association avec des objectifs différents et demande de faire une manifestation publique pour un objectif commun alors qu'ils n'ont pas le même objectif de par leur statut. Et dans ces conditions, vous comprendrez qu'il serait difficile de gérer cette manifestation publique parce que la manifestation publique, lorsqu'elle ait lieu, elle doit être gérée et doit être régulée, bien évidemment, pour sauvegarder l'ordre public. Mais les demandes d'autorisation de manifestation publique qui auraient été, et en respectant justement la réglementation quant à leur statut et quant à la loi, à mon avis, elles ont été autorisées. Quant à l'événement d'Ogatumba, je crois que les journalistes vraiment ont diffusé l'information par rapport au massacre d'Ogatumba. J'ai même vu des interviews qui ont été données et la communauté nationale et internationale a été informée de ce massacre déplorable parce qu'il a emporté beaucoup de vies humaines. Et je crois que là, vraiment, il n'y a pas vraiment d'interdiction formelle de diffuser les informations, sauf quand les magistrats avaient déjà commencé à investiguer sur ce cas pour ne pas peut-être dérouter la justice. Là, c'est normal qu'il n'y ait pas des informations qui déroutent, des informations fausses peut-être, pour laisser la justice travailler et faire son travail. Alors, les associations de défense des homosexuels n'auraient pas la latitude d'œuvrer aisément comme association. Là, il faut que ces associations se fassent agréer par les instances habilitées à agréer les associations. Alors, si ces associations veulent peut-être faire des manifestations comme association des homosexuels, alors qu'elles ne sont pas agréées par l'instance habilitée à agréer les associations sur le plan interne, là, dans ces conditions, vous comprendrez qu'il serait difficile de les laisser manifester ou de les laisser travailler officiellement, formellement, alors que leur association n'est pas agréée. La réglementation exige que les associations qui sont reconnues par la loi et qui sont agréées par les instances habilitées peuvent œuvrer comme elles l'entendent tout à fait aisément. Mais lorsqu'elles ne sont pas reconnues, ça serait difficile. Et je ne crois pas qu'il y ait une association des homosexuels. Quoique nous savons très bien qu'il y a des homosexuels et des lesbiennes chez nous, je ne crois pas qu'il y ait une association des homosexuels qui soit reconnue par la loi, qui soit agréée. Je les conseillerais d'aller demander l'agrément de leur association et comme ça, peut-être que l'instance habilitée à agréer les associations aura à leur demander des éclaircissements par rapport à leur statut.
Vous demandez à quel moment l'avocat intervient lors de la détention de son client. L'avocat intervient et au moment de la garde à vue de son client, mais il n'est pas autorisé à parler, c'est la loi qui le dit. Il intervient également au moment quand son client est devant le magistrat instructeur. Comme pour tous les cas, c'est l'instruction encore secrète. L'avocat n'est pas autorisé à parler, mais il écoute justement les dires de son client pour pouvoir poursuivre l'instruction quand elle sera d'ordre judiciaire, d'ordre public. Les travaux d'intérêt général, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui aurait été poursuivi parce qu'il n'a pas participé aux travaux d'intérêt général. Et je ne crois pas non plus qu'il y aurait quelqu'un qui aurait été poursuivi parce qu'il aurait circulé librement parce qu'il y avait des travaux d'intérêt général. Simplement, les citoyens vont de gré aux travaux d'intérêt général. Il n'y a même pas une loi qui oblige la population à aller aux travaux d'intérêt général, mais c'est question de citoyenneté de la population, qui adorent d'ailleurs de tels travaux parce que ce sont des travaux d'intérêt général, des travaux de développement de leur pays. Je crois que par rapport à cette question, vraiment, on n'a pas de difficulté par rapport à cela. Les acquis des États généraux de la justice, maintenant, nous avons le recrutement des juges sur concours, ce qui n'était pas avant. Et ça a été parmi les recommandations de la réunion des États généraux de la justice qui a été tenue à Gitega. Et beaucoup de recommandations sont en cours d'exécution par rapport aux États généraux de la justice. Ce sont des recommandations qui vont viser l'indépendance de la justice, le renforcement de l'indépendance de la justice, ce que souhaite tout le peuple burundais et toute la communauté internationale. La question des Imbonerakure, vraiment, je vais demander la compréhension et la diligence des membres du comité pour ne pas y revenir. Je crois que j'ai longuement répondu à cette question. Simplement, je vais demander en dernier lieu à Madame le directeur général de préciser un tout petit peu les associations qui participent normalement dans l'élaboration des rapports périodiques que nous effectuons souvent. Madame le directeur général, très brièvement, parce que nous avons quelques secondes. Merci, Madame la chef de délégation. Effectivement, quand le gouvernement du Burundi doit produire un rapport, que ce soit initial ou périodique, il adopte une certaine méthodologie. Et la méthodologie essentielle, c'est aller sur terrain, faire des descentes sur terrain, pour pouvoir recueillir des données qu'il doit incorporer dans ce document. Alors, parmi les groupes cibles, ce sont généralement des organisations de la société civile. Ici, je parle des organisations des femmes, les ligues des droits de l'homme, beaucoup d'organisations de la société civile, donc des organisations étatiques et non étatiques. Alors, et après la production, toutes les personnes qui ont été impliquées pour la production de ce rapport sont invitées à un atelier de validation, donc pour enrichir le document et le compléter sur le fond. Alors moi, je me dis sincèrement, parce que je participe souvent à la production de ces différents rapports, la société civile est impliquée pour pouvoir enrichir et donner des compléments. Et après tout, c'est un rapport de l'État du Burundi et les organisations de la société civile sont des Burundais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le directeur général. Et à ce niveau-là, pour terminer, je ne crois pas qu'il y ait certaines organisations qui se plaindraient vraiment à ce niveau-là. Je crois que nous travaillons ensemble dans ces circonstances. Ils sont là, certains membres des organisations sont là, peuvent nous contredire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous, Madame le chef de la délégation, Madame le ministre. Obviously, there isn't time for... De toute évidence, nous n'avons pas plus de temps pour des questions de suivi. La délégation pourra donner de plus amples informations et réponses aux questions auxquelles elle n'a peut-être pas eu le temps de répondre. Il y a peut-être quelques questions qui nécessitent des informations plus détaillées de la part de la délégation avant la fin des 48 heures. Je
J'invite donc simplement Madame le ministre, après cette présentation, de bien vouloir nous donner ses remarques de conclusion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs les membres de ma délégation, je vais tout simplement dire merci à votre disponibilité, à vos échanges, à vos conseils au travers les différentes questions, les différentes préoccupations, les différentes inquiétudes que vous avez soulevées par rapport à notre deuxième rapport périodique. Je vais également dire merci à toute la communauté internationale parce qu'elle a été toujours vraiment aux côtés du peuple burundais, comme je le disais, même plus fort au moment de sa crise. Et je vais encore une fois réitérer l'engagement du gouvernement de la République du Burundi pour pouvoir continuer à travailler ensemble en étroite collaboration avec les organes de traité, et particulièrement avec le Comité des droits de l'homme que vous êtes. Et je promets à mon endroit, comme chef de délégation, de transmettre les différentes inquiétudes, probablement qui n'ont pas trouvé de réponse ici, pour que le pays, pour que l'État puisse continuer à y travailler. Ça, c'est normal, en travaillant en étroite collaboration avec vous. Et nous sommes prêts, toujours, à écouter vos conseils. Le peuple burundais étant un peuple qui écoute les conseils et qui agit. Nous sommes là pour vous écouter, toujours, et pour agir, toujours dans la droite ligne de la promotion et de la protection des droits de la personne humaine, et pour aussi continuer à mettre en œuvre le pacte international relatif aux droits civils et politiques au travers nos lois internes, à partir de la loi fondamentale et des autres lois qui émanent de cette loi importante. Monsieur le Président, encore une fois, merci pour votre compréhension. Encore une fois, merci pour votre disponibilité. Merci encore. Je vous remercie. Et nous vous remercions vivement, Madame la Ministre. Vous me permettez de me parler en anglais pour mes mots de clôture aussi. The delegation. La délégation était petite, mais très solide, émue d'une grande compétence. Et nous sommes très reconnaissants d'avoir pu accueillir un ministre si bien informé pour nous parler de ces questions. Nous sommes également très conscients de ce qu'a traversé ce pays. La dernière fois que j'étais dans ce merveilleux pays qu'est le Burundi, c'était en 1994, lors du génocide chez son voisin du Nord. Et je devais entrer au Burundi dans le cadre d'une mission des Nations Unies. Et je me souviens toujours que j'ai rencontré le représentant spécial du secrétaire général à Bujumbura, Monsieur Mohamed Abdullah de Mauritanie, qui a été le premier à me parler de ce qu'il appelait le cercle de l'impunité. Il parlait de la pratique dans la région de massacres, suivis d'autres massacres encore, en raison de l'impunité dont jouissaient ceux qui perpétraient ces massacres. Et je dois dire qu'il est très encourageant de voir qu'il n'y a pas eu de recrudescence de massacres entre communautés de cette ampleur depuis lors. Pourtant, il y a des sujets préoccupants
Et ce que je mentionne ici, je le fais indépendamment des conclusions, des observations finales du comité. Il y a eu des préoccupations exprimées concernant les exécutions, y compris les exécutions politiques qui ont eu lieu. On l'a déjà dit. Les criminels sont des criminels et doivent être traités comme tels. Selon le paradigme des droits de l'homme, nous savons que certains criminels sont plus difficiles à atteindre que d'autres. Ils sont parfois chargés de mettre en œuvre, d'appliquer la loi, où ils travaillent ensemble avec ceux qui sont chargés de faire exécuter la loi. Je sais que la délégation a nié l'existence de milices tout en acceptant le fait qu'il y avait une aile de jeunes associée avec le parti au pouvoir qui aide les autorités à maintenir l'ordre public. Bon, je ne veux pas entrer dans une guerre des mots, mais ces organes et leurs membres semblent mener des activités acceptées par la délégation et sont attribuables au gouvernement. Ce sont des actions, qu'il s'agisse d'exécution ou d'autres types d'abus, auxquels il convient d'accorder une attention toute particulière dans le cadre des droits de l'homme. La délégation a admis en toute honnêteté qu'il y avait des violations du droit à la vie et j'imagine qu'elle ne parle pas de crimes ordinaires. Il est indispensable de prendre des mesures vigoureuses pour veiller à ce que ces violations soient suffisamment réprimées de manière à ne pas perpétuer un climat d'impunité. À ce stade, je peux vous donner un exemple des informations que nous souhaiterions obtenir dans les 48 prochaines heures. Il serait très utile pour nous d'obtenir des informations sur certains des procès, certaines enquêtes mentionnées, qui sont en cours et qui ont été mentionnées par Madame le ministre dans le cadre de tels incidents. La question de la détention et d'un procès rapide l'on parle dans les plus courts délais dans le pacte et ce comité estime très clairement que 15 jours n'est pas le plus court délai. La délégation ne devrait donc pas être surprise en entendant les observations ou en lisant les observations finales du comité à cet égard. Il était encourageant d'entendre qu'il y a, dès le moment de la garde à vue, donc dès le début de la détention, il y a la possibilité d'avoir accès à un avocat. Mais si j'ai bien compris, le contact entre la personne et l'avocat n'a pas lieu jusqu'à la fin de cette période de 15 jours. La présence de l'avocat n'est donc utile que dans sa fonction à titre de témoin, ce qui n'est pas l'objectif. La question de la surpopulation carcérale a également été évoquée et j'ai vu certains cas de surpopulation dans certaines prisons, pas toutes les prisons, mais certaines prisons au Burundi. On parle de 250 à 300% de surpopulation. Bon, le mot surpopulation ne nous permet même pas de visualiser les conditions d'oppression dans lesquelles les détenus vivent dans ces circonstances. Et l'on a d'ailleurs fait mention de personnes qui meurent dans ces circonstances. Et c'est le cas, puisque ce sont des conditions qui peuvent mener à des maladies. Il ne suffit
pas tout simplement de croiser les bras et de dire avec un peu plus d'argent, on pourrait construire plus de prisons. Les mesures prises pour baisser la surpopulation sont très clairement insuffisantes et doivent être renforcées. Les sociétés ne peuvent construire suffisamment de prisons pour échapper à la surpopulation. Ce n'est pas la solution. Il ne suffit pas de dire que tant que la communauté internationale n'apporte pas son aide, ces conditions sont inévitables et ces conditions ne peuvent être améliorées. Et je me demande bien à quoi cette situation de surpopulation carcérale pourrait ressembler si les mesures qui ont d'ores et déjà été prises ne l'avaient pas été. S'agissant maintenant de la question de l'orientation sexuelle et des relations homosexuelles, c'est là un sujet qui est revenu sur la table à plusieurs reprises. Madame le ministre espérait elle-même, implicitement, en tout cas c'est ce qu'elle nous a dit, que les choses iraient dans le bon sens. Évidemment, on a le sentiment qu'en l'espace de 5 ans, au regard de la pénalisation de l'homosexualité, eh bien, loin d'aller dans le bon sens, les choses auraient tendance à se détériorer. Et je ne parle même pas du mariage entre homosexuels, je parle simplement d'entretenir des relations homosexuelles tout court. Donc, si l'inversion de la tendance qui s'est produite il y a 5 ans pouvait à nouveau s'inverser, eh bien, nous vous en serions gré. Et puis, il serait également bon que vous puissiez nous transmettre le libellé de l'ordonnance à laquelle M. Flinterman faisait allusion tout à l'heure, afin que nous sachions exactement de quoi il retourne. Enfin, pour ce qui est des restrictions et répressions dont est victime la presse, il semblerait qu'il règne un petit peu un dialogue de sourds. Les informations dont notre comité a été saisi présentent certaines disparités eu égard aux informations que vous-même nous avez fournies lors de ce dialogue. Et puis, le fait que M. Plerklavier Bonimpa ait été relâché nous en voit ravis. Je me félicite d'ailleurs que Madame le chef de la délégation nous ait fait part de cette bonne nouvelle. Ce monsieur est un défenseur des droits de l'homme qui n'a été remis en liberté que pour des motifs de santé. Et il semblerait que ce monsieur doive encore faire face à la justice dans un avenir plus ou moins proche. Donc je ne sais pas exactement dans quelle mesure, mais j'aimerais être certain qu'il ne sera pas montré du doigt par le système judiciaire parce qu'il est justement un défenseur des droits de l'homme. En tout état de cause, je remercie une fois encore la délégation pour toutes les informations qu'elle nous a fournies. Nous sommes impatients d'être saisis de compléments d'informations de votre part. Vous aurez donc un délai de 48 heures pour nous transmettre par écrit ces renseignements, lesquels nous prendrons bien sûr avec le plus grand sérieux. Dans l'intervalle, je vous souhaite un bon retour chez vous et je vous remercie encore une fois de votre excellente coopération. Je lève la séance.